Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. De l'espoir pour une Afrique verte, durable, une Afrique radieuse à léguer aux générations futures. Bonjour à tous, c'est toujours avec le même plaisir que je vous retrouve sur Médien TV. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. Cette semaine, nous serons en Côte d'Ivoire. Sur place, Abidjan veut mieux respirer face aux embouteillages souvent à l'origine de la dégradation de la qualité de l'air. Le transport lagunaire s'impose aujourd'hui comme une alternative, un levier de mobilité durable pour désengorger les axes routiers saturés de la capitale. La deuxième partie de cette émission, ce sera au Maroc, le Royaume, un champion de la mobilité durable en Afrique. Trains, bus, tramways, sur place, les moyens de transport se verdissent activement pour réduire leur impact carbone. Le Royaume veut réduire de 45,5% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. L'Afrique, à l'heure de la mobilité, une question que nous aborderons avec notre invité, Dr Youssouf Meïté, sociologue spécialiste de la mobilité et des transports, enseignant-chercheur à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Youssouf Meïté, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous et c'est moi qui vous remercie. Un plaisir de vous retrouver. C'est partagé. Alors, sans plus tarder, nous allons tout de suite à Abidjan. Se déplacer sur place est devenu un véritable parcours de combattants, bouchons interminables, dégradation de la qualité de l'air, perte de temps. Alors pour désengorger les axes routiers saturés, le transport lagunaire s'impose comme une alternative pour verdir le transport. C'est un reportage que nous allons voir tout de suite, un reportage de Zeynab Dosso, Mélissa Koné et Jean-Marc Grancy. Il est 8 h du matin à Abidjan. Sur les routes, la circulation est déjà dense. Mais sur la lagune, la journée commence bien plus tôt. Avant même le lever du soleil, 24 voyages ont déjà été effectués. Des embarcations chargées comme des taxis aux heures de pointe. À bord, des passagers serrés, concentrés, parfois encore somnolents. Ce n'est ni un taxi, ni un gbaka. Ce sont des pinasses. Ces embarcations artisanales qui glissent sur la lagune comme des raccourcis sur l'eau. Nous sommes à Abobodoumé, quartier dynamique de la commune d'Atekoubé. Ici, dès 4 h du matin, la gare lagunaire s'anime. Les passagers arrivent par petits groupes, sac à l'épaule, le regard tourné vers l'horizon. Pour 200 francs CFA, chacun trouve une place assise. En échange, un trajet plus calme, loin des klaxons et des embouteillages. Un gain de temps appréciable, témoigne Golébi Apollinaire, habitué des lieux. J'embarque par le bateau, puis bon, la traversée, je vais à Trècheville. Ça me permet de vite traverser. Parce que si je passais par l'autoroute, souvent les accidents et l'embouteillage, ça nous met souvent en retard. En 15 minutes maximum, la pinasse traverse la lagune et dépose ses passagers de l'autre côté de la rive. Le plateau, commune administrative, ou Trècheville, cœur commercial de la ville, là où commence la journée de travail. Pour les conducteurs, le rythme est soutenu. Chaque traversée doit être rapide, maîtrisée et sécurisée. Il y a certaines difficultés souvent. Quand il y a le courant d'eau, il faut être beaucoup vigilant, beaucoup patient, parce que c'est le courant d'eau qui nous supporte souvent. Comme à Bobodoumé, Trècheville, plusieurs lignes existent pour relier les communes de Koumassi, d'Abata et de Bingerville. Sur la lagune, l'eau devient une autoroute silencieuse et la pinasse, un raccourci vital, accessible et peu coûteux. Comme vous savez, Abidjan, vraiment avec les embouteillages, vraiment c'est pas facile. Voilà, moi je quitte à Koumassi, voilà, pour aller à Bata pour travailler. Voilà, donc ce trajet-là vraiment est un peu simple, rapide. Acteurs historiques du transport lagunaire, les transporteurs de pinasse, regroupés en coopérative, ambitionnent aujourd'hui de moderniser le secteur avec pour objectif affiché d'acquérir des bateaux solaires et électriques.
respectant les normes de sécurité et de navigation. Si un bateau prend au moins 100 personnes, et les 100, s'il y a 50 voitures qui laissent les voitures à la maison, ou bien que les voitures seront désengorgées. Donc voilà un peu, nous transportons énormément. Mais l'endurance que vous voulez faire, dites à l'État qui n'a qu'à nous aider. Le transport lagunaire ne se limite pas aux pinasses, il comprend également les bateaux-bus, déjà exploités par plusieurs compagnies, notamment la Sotra et STL. Ces opérateurs structurent progressivement cette alternative de mobilité sur l'eau. Nos bateaux sont sécurisés à plusieurs niveaux. Tout a été mis en œuvre pour que la sécurité soit un point essentiel. Parce que dans ce bateau-là, vous avez déjà le personnel qui est formé à la sécurité. Ce sont des agents de sécurité fluviale. À Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, le transport lagunaire apparaît de plus en plus comme une solution face au stress, à la perte de temps et à l'épuisement causé par les embouteillages. Beaucoup sont contraints de se lever très tôt, étudiants, travailleurs, automobilistes, pour affronter la circulation dense de la ville. C'est le cas de Diomandé Fatim, étudiante qui emprunte quotidiennement la ligne Cocody de Plateau, Bergerville. Tu dois prendre le bus, je fais tout pour être à l'arrêt au maximum 5h00. Maintenant, au cas contre, tu dois prendre un bac pour éviter les embouteillages. À partir de 5h20 comme ça, je dois être dans le bac. S'il y avait un choix à faire, là, il faut faire les transports lagunaires. Chaque voiture klaxonne comme si ça changerait quelque chose. Même constat pour certains chauffeurs. Depuis plusieurs années, ils subissent embouteillages, retard et pression quotidienne, dans l'unique objectif de gagner leur vie. Souvent, tu quittes ici à 18h, tu rentres à 20h. À quel moment tu es allé charger pour venir et puis faire la recette et puis avoir pour toi? En tout cas, ça nous fatigue. Malgré les importants chantiers de transformation routière, les embouteillages persistent sur plusieurs axes stratégiques, notamment Yopougon, Cocody et Bingerville. Face à ces difficultés de mobilité, le ministère des Transports, à travers l'AMUGA, poursuit les réformes et les investissements dans le secteur des transports urbains afin de mieux desservir les populations et de fluidifier les déplacements dans le Grand Abidjan, notamment grâce au transport lagunaire. Notre stratégie, effectivement, qu'on a dénommée le système multimodal intégré des transports au niveau d'Abidjan, a plusieurs axes. Le premier, c'est véritablement de développer les infrastructures de transport lagunaire. Donc construire davantage de gares lagunaires pour aller depuis Songon jusqu'à Bingerville et toucher aussi la zone de Grand Bassam. Donc c'est 21 gares lagunaires qui sont prévues. Ce sont des gares dans lesquelles on verra des places pour les bus, des places pour les gbaka, des places pour des wowo, mais aussi des places pour des véhicules particuliers. C'est aussi 2 chantiers navals pour produire localement des bateaux. Puis en 4e axe, c'est de professionnaliser le secteur artisanal. Aujourd'hui, les pinassiers qui sont sur l'eau, à eux seuls aujourd'hui, ils assurent près de 50% des déplacements par la lagune. À terme, l'ensemble de ces mesures estimées à 350 milliards de francs CFA devrait permettre de transporter plus de 500 000 voyageurs par jour à l'horizon 2030 et de faire de la lagune un véritable levier de mobilité et de développement économique pour Abidjan. Et à 228 km d'Abidjan, nous allons à Lakota rejoindre notre invité Youssouf Meïté, sociologue spécialiste de la mobilité et des transports, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Youssouf Meïté, vous êtes à Lakota en mission, mais vous n'avez rien raté de ce reportage. Finalement, nous avons un transport lagunaire très dynamique en Côte d'Ivoire qui fait beaucoup de bien aux riverains. Gain de temps, moins de stress, même si la sécurité n'est pas souvent au rendez-vous. En plus, ça fait beaucoup de bien, n'est-ce pas, à l'environnement? Oui, merci pour l'invitation. Et je pense que votre reportage est très éloquent. Il a fait un balayage de la situation réelle que vivent les Abidjanais. J'ai vu dans les reportages des témoignages
de toute la pénibilité à se déplacer par la route. Effectivement, le transport lagunaire est une alternative parce qu'elle présente beaucoup d'avantages par rapport au transport par la route, que ce soit dans votre voiture personnelle ou alors dans le transport en commun. En quoi le transport lagunaire il est très avantageux à Abidjan? D'abord, il faut savoir que la lagune traverse plusieurs communes de la ville d'Abidjan. Deuxièmement, c'est que la lagune, il y a la fluidité, la rapidité, et donc ça permet de décongestionner le trafic urbain au niveau d'Abidjan. Et encore, comme cela a été mentionné dans le reportage, il permet à 50% des déplacements à Abidjan, plus que 50%. Il y a les chiffres même qui avancent 80%, ce qui est énorme. Malheureusement, ça se fait par des moyens qui sont précaires, notamment les PUNAS, qui sont les moyens les plus utilisés sur la lagune. Justement, parlant des finances, aujourd'hui, concernant ce transport lagunaire, nous l'avons vu, les autorités veulent le moderniser, sauf qu'il y a ces embarcations appelées finances. Là, on est dans le transport artisanal qui assure, vous l'avez dit, une bonne partie des traversées quotidiennes. Comment professionnaliser aujourd'hui ces acteurs, c'est-à-dire les conducteurs de finances, sans les exclure tout en verdissant le transport lagunaire? Ok, dans le reportage, l'un des responsables de l'AMIGA qui est l'autorité de mobilité des transports urbains à Abidjan, l'a mentionné. La politique de développement du transport urbain permettra une stratégie intégrée qui va prendre en compte tous les acteurs, y compris les acteurs des PUNAS, c'est-à-dire les pirogues. Donc, dans la stratégie de l'État, il est prévu des formations, ensuite la modernisation de leurs bateaux, c'est-à-dire que l'État devait pouvoir mettre à leur disposition des bateaux modernes qui seront à peu près les mêmes types de bateaux comme la Sotra, comme les sociétés privées, comme cela a été cité dans le reportage, la STL ou Citrans. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc, les PINAS travaillent avec les moyens précaires, avec ces outils artisanaux, ce qui pose véritablement un problème de sécurité pour les usagers. Mais ils n'ont pas le choix parce que c'est le moins cher, ils sont plus rapides et ils permettent donc une fluidité encore plus importante par rapport aux autres moyens de transport. Mais de l'autre côté, il y a aussi les mini-cars, communément appelés BACA, qui permettent à beaucoup d'Ivoiriens de se déplacer. Il faudra verdir le transport tout en ne laissant pas aussi derrière ces propriétaires de ces mini-cars, n'est-ce pas? Oui, effectivement. En fait, les statistiques sont assez éloquentes en la matière. À Abidjan, plus de 70% de la mobilité urbaine est faite à partir de ces moyens qu'on appelle artisanaux. Comme vous avez dit, les mini-cars, BACA, les taxis communaux, les Woro-Woro. C'est des acteurs majeurs du transport. Mais jusqu'à présent, toutes les stratégies de modernisation n'ont pas encore véritablement abouti. Et je pense que la nouvelle approche adoptée par les autorités, à savoir une approche intégrée, multimodale, permettra donc de renouveler la flotte de ces BACA et donc pour avoir des moyens de transport modernes, rapides, sécurisés pour que la population abidjanaise se déplace dans les meilleures conditions possibles. Voilà au niveau des BACA. Mais il n'y a pas que ça seulement. Votre reportage a aussi bien précisé les bouchons, les embouteillages. Plusieurs études sur la mobilité à Abidjan ont démontré que les Abidjanais perdent en moyenne et par jour entre 3 et 4 heures d'embouteillage en aller-retour pour leurs déplacements quotidiens. Donc, c'est pour dire qu'il y a urgence et l'enjeu est très important pour toute l'économie ivoirienne et particulièrement pour l'économie abidjanaise. Aujourd'hui, comme alternative, nous l'avons vu, il y a le transport lagunaire. Les traversées s'enchaînent alors que la pollution de la lagune épriée, on va le dire encore, inquiète. Aujourd'hui, comment garantir sa protection environnementale? Ça aussi, c'est important. Effectivement, en fait, vous savez, il y a des facteurs aussi bien culturels que des représentations sociales que la population hors de la lagune.
il y a les peuples lagunaires, bon, en fait, certains peuples lagunaires ont des usages de la lagune qui ne sont pas des usages propices à la protection de l'environnement. Ce qui fait que la lagune à Abidjan est par endroits très polluée, même s'il y a eu plusieurs initiatives de dépollution de la lagune. Et c'est dans ces conditions que les PINAS là, font leur travail d'offre de mobilité. Effectivement, c'est une politique intégrée à la fois de dépollution et donc qui s'inscrit dans le cadre du développement durable, mais aussi de fluidité parce que la lagune, elle est navigable. La lagune offre une alternative au déplacement par les véhicules. Okay. Et donc, il faudrait que l'État joigne les deux actions à la fois de protection de la lagune, mais également aussi de modernisation et de sécurisation du transport lagunaire. Voilà un peu des enjeux très importants et qui, je pense, que sont inscrits véritablement dans la stratégie de l'État de Côte d'Ivoire. Youssouf Maïté, vous restez avec nous. Vous êtes à Lakota, mais je vous convie à un voyage au Maroc. Le royaume en champion de la mobilité durable en Afrique. Train, bus, tramway. Sur place, les moyens de transport se verdissent activement pour réduire leur impact carbone. Le royaume veut réduire de 45,5% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Pour en savoir un peu plus, suivons ce récit de Rachid Farhan. Au Maroc, comme dans de nombreuses métropoles du monde, la mobilité quotidienne est devenue un défi majeur, congestion, pollution, perte de temps, mais un changement profond est en marche. Le transport représente une part importante de la consommation énergétique nationale et une source majeure d'émissions du CO2, ce qui pousse les autorités à repenser entièrement les déplacements des citoyens. À l'horizon 2029, plus de 78 milliards de dirhams sont mobilisés pour déployer un réseau de transport public propre, moderne et multimodal à travers le pays. Ce plan prévoit l'achat de milliers de bus nouvelle génération et le développement de tramways, RER et lignes de trains régionaux. Le Maroc a aussi fait du rail une pièce maîtresse de sa mobilité durable. La ligne à grande vitesse Al-Bouraq, première du genre en Afrique, relie Tanger à Casablanca et est au cœur d'un vaste plan d'extension vers Marrakech et d'autres grandes villes d'ici 2030, réduisant les temps de trajet et l'empreinte carbone du transport interurbain. La mobilité électrique s'intensifie aussi. Le Maroc vise à électrifier une partie de son parc de bus et à développer un réseau de bornes de recharge sur les axes majeurs, tout en attirant des investissements dans les batteries et véhicules propres, essentiels à l'industrie automobile du pays. Dans les villes, des projets innovants émergent. Système de gestion intelligente du trafic, plateforme numérique de mobilité, pistes cyclables et encouragement du vélo ou de la marche pour les petits trajets quotidiens. D'ici 2030, le Maroc mise sur une mobilité plus propre, plus fluide et plus solidaire, une transformation profonde qui change déjà la vie des citoyens et dessine les villes de demain. Mamadou Ndiaye est consultant international en mobilité électrique. Il vit en France et séjourne très souvent dans le Royaume. Et pour lui, le Maroc est un exemple à suivre en matière de développement durable. Ensemble, nous l'écoutons. Alors, je commencerai par dire que le Maroc se distingue comme étant en fer de lance de la mobilité électrique en Afrique. Le Maroc ne se contente plus d'assembler des véhicules. Le Maroc fabrique des véhicules électriques. Je pourrais citer le cas de Djali, un modèle fabriqué 100% électrique Made in Morocco par New Motors, ainsi qu'un modèle hybride Dacia Jogar. Aujourd'hui, le Maroc attire des investisseurs via ses gigafactories de batteries. Le Maroc a un réseau ferroviaire hyper développé via Al-Bouraq. Le Maroc a un programme Horizon 2035 pour lancer 7000 bus électriques. Donc, comme pour dire, sur le plan de la mobilité électrique en Afrique, le Maroc est un bon élève. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait à l'Afrique pour pouvoir développer sa mobilité électrique? Il faudrait des financements conséquents ainsi que des cadres réglementaires. Donc, ceci passe par des données fiables sur la pollution de l'air et des émissions carbone qui vont nous aider à prendre des décisions favorables. Il faudrait une approche inclusive, donc aujourd'hui, pouvoir être à l'écoute de chaque partie suivant leurs besoins et aussi mettre en valeur les solutions innovantes via les pays comme le Cap-Vert ainsi que Kigali.
C'était Mamadou Ndiaye depuis Paris et tout de suite, nous allons rejoindre Youssef Maïté, notre invité. Je rappelle, Youssef Maïté, que vous êtes sociologue, spécialiste de la mobilité et des transports. Vous venez d'écouter Mamadou Ndiaye, vous avez aussi suivi le reportage de Rachid Farhan sur la mobilité durable au Maroc. Pour Mamadou Ndiaye, le Royaume est un exemple à suivre en la matière, en matière de mobilité durable. J'imagine vous partagez aussi son avis. Oui, effectivement, je partage très bien son avis. Et moi aussi, je suis un habitué du Maroc, étant lauréat du Maroc, ayant fait toutes mes études au Maroc. Et donc, effectivement, à la matière, ces dernières années, le Maroc a pu construire une image qui constitue le modèle en matière de mobilité durable, à travers d'abord le rail, donc la construction de chemins de fer, la construction notamment du TGV, le premier TGV sur le continent africain, mais surtout le tramway dans les grandes villes, Casablanca et Rabat. Je pense que ce sont des modèles que les autres pays, surtout les pays d'Afrique subsaharienne, devraient pouvoir suivre. Alors, vous l'avez dit, le Maroc est un exemple à suivre en matière de mobilité durable. Aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qu'il faut réellement à l'Afrique pour verdir ses moyens de transport? C'est des volontés. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. À mon avis, c'est la volonté politique. Depuis très longtemps, il faut le savoir, l'Afrique, surtout l'Afrique subsaharienne, n'avait pas inscrit la mobilité comme étant une priorité de développement. Et depuis quelques années, une dizaine, 20 ans maximum, ces pays ont pris la mobilité, surtout la mobilité urbaine, comme l'une des priorités dans leur programme de développement. Et à mon avis, il faut donc mobiliser assez de ressources financières parce que tout cela ne peut se faire sans les ressources financières. Il faut mobiliser les partenaires et inscrire la mobilité comme l'une des priorités du développement. Et quand nous parlons de mobilité, c'est la mobilité qui intègre les principes du développement durable à travers notamment la construction des voies ferrées, notamment le tramway, à travers les bus rapides, mais aussi des bus électriques qui sont des moyens de dépollution qui polluent moins les villes, puisque nous sommes dans des villes déjà assez polluées. Youssef Maïté, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. Voilà qui referme ce numéro de Croissance Verte. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles ayant contribué à sa réalisation. Où que vous soyez, prenez soin de vous et de votre environnement. En plus d'être une urgence climatique, elle est aussi une urgence sociale.